Donc, ici, tous enseignent, tous apprennent. Oui, lui, il nous passe un médicament. Il a donné 1000 francs. Il lui reste là. Vous C'est pouvez fermer 300. votre micro, C'est s'il vous plaît. 645 francs. Ceux qui ont les micros fermés. Merci beaucoup. On peut arrêter le partage, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il est 13h, nous commençons, malgré que nous ne soyons pas encore nombreux. Donc, on espère que les autres membres de la communauté vont nous rejoindre. Comme je le disais tantôt, soyez les bienvenus à la 9e session sur le COVID long. Ça fait de cela plus d'un an que nous sommes ensemble autour de cette problématique. Voilà, donc on va se saluer avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vois deux personnes qui ont leur caméra ouverte. Monsieur Moustapha Idrissa Doussa, bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter à la communauté? Bonjour à vous. Bonjour. Vous me répétez? Oui, 5 sur 5. D'accord, bonjour. Je me présente au nom de Moustapha Idrissa Doussa. Donc, je suis épidémiologiste de formation. Je suis actuellement au Niger, plus précisément à Maradi, à Madarunfa, sur le projet avec MSF dans le domaine de la malnutrition. C'est avec plaisir que j'aimerais partager l'expérience avec vous sur cette formation. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints. Nous également, on espère apprendre de vous parce que ici, on apprend, tous apprennent, tous enseignent. En tout cas, merci de votre présence. Merci. Monsieur Jean-Paul Zanzi, bonjour à vous. Vous ouvrez votre micro, présentez-vous à la communauté. Ok, moi c'est Jean-Paul Sanzimana. Je suis à Goma, RDC. J'ai occupé la fonction de superviseur PCI chez MSF. Aujourd'hui, je suis à la maison et je suis content quand même de faire partie de cette plateforme aujourd'hui pour suivre cette formation, cet exposé d'aujourd'hui. Merci. C'est la première fois? C'est votre première participation? Pour la session concernant le COVID, c'est la première session. Ah, d'accord. Donc, on envoie des signaux pour M. Jean-Paul qui nous rejoint pour la première fois pour le programme COVID long. En tout cas, soyez le bienvenu. Voilà. Ok. Monsieur Nicolas Kenanewarbo. Voilà. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Bon, pas tellement, c'est Pas tellement, Kenanewarbo. sans l'accent. Bonsoir, madame Oui. Emilienne. Je suis docteur Nicolas Kenanewarbo, comme vous venez de le dire. Je travaille au bureau hygiène et salubrité publique du Kasaï central, de la DPS Kasaï central, où je suis analyste. Et en même temps, je suis en train de suivre la formation en PCI avec l'école de santé. Je pense que ce n'est pas ma première fois d'assister à cette séance, peut-être 5e, 6e fois, mais je suis content d'être parmi les membres de ce groupe. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, on envoie des signaux pour la fidélité de M. Nicolas à nos sessions de COVID long. Voilà. Merci. D'être toujours avec nous. Voilà. Merci Donc, je vais également appeler. J'invite les autres participants à ouvrir leur caméra parce que c'est le moment de se présenter, de se connaître, de mettre un visage sur les différents noms. Et puis après, pendant la formation, on pourra fermer les caméras. Donc, merci à tous ceux qui ont ouvert leur caméra. Donc, je vais prendre une dame qui est aussi fidèle à nos sessions.
Docteur Tarima Saïd, bonjour. Bonjour à vous tous. C'est Madame Tarima Sebachim. Je suis comorienne. Les participants qui ne me connaissent pas, je suis biologiste de formation, mais actuellement, je suis chargée de suivi des conférences auprès de la Direction nationale de la promotion du genre au pays. Merci Comme beaucoup. Madame vient de le dire, je suis parmi les participants fidèles à cette session. Merci à vous. Voilà. On envoie des signaux, Madame Karima. Voilà. On envoie des signaux. Merci, merci beaucoup de votre présence. Maouli Koku Ametepe. Bonjour. Oui, vous êtes arrivé. Bonjour à tous. C'est encore un plaisir pour moi d'être à cette séance, comme à d'autres avant. Je suis Maouli Kokou Ametepe du Togo. Je travaille au ministère de l'Action sociale. Je suis membre de l'équipe SERGE en communication des risques et engagement communautaire. D'accord. Merci. Donc, l'expert du jour a déjà quelqu'un avec qui va se tourner tout à l'heure. C'est un membre du SERGE. Voilà. Merci beaucoup. On envoie des signaux également parce qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de fidèles qui sont là. Bagidi Clément, voilà, monsieur ou docteur Bagidi Clément, qui est en face de moi avec sa caméra ouverte. Bonjour à vous. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Bagidi Patrick. Je suis épidémiologiste de terrain. Et je suis au niveau de la direction de la surveillance et la riposte aux épidémies. Donc, c'est ma première session, bon, pas avec ECHO, mais session avec COVID. Oui, COVID, ça m'a intéressé parce que j'ai rédigé un mémoire. Mon master a été avec la COVID-19. D'accord. Voilà. C'est un plaisir d'être avec vous. Je suis aussi membre du SERGE. Je fais la recherche active des cas, le suivi des contacts aussi. Soyez les bienvenus. Merci. On m'a envoyé des signaux la première fois cette séance. J'ai un retour, je ne sais pas si vous entendez le retour que j'ai. Est-ce que vous entendez mon retour à votre niveau? Est-ce que ce soit... OK, d'accord. Je pense que c'est bon maintenant. D'accord, on va toujours continuer les présentations. Emmanuel Mbouyi, est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra? Nous sommes à la partie des présentations des membres de la communauté. On veut voir votre beau visage et puis après, vous allez fermer votre caméra, si c'est possible. Hein. Allez-y. Voilà, bon, une minute. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, c'est Dr Mbouyi. Je suis médecin traitant à l'hôpital provincial. Je suis en RDC, et précisément au Kasaï central. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas votre première participation. Aujourd'hui, Oui, tout particulièrement, on constate qu'il y a beaucoup de membres de la communauté de la RDC qui se sont intéressés à la problématique et qui se sont connectés. Donc, on va envoyer des signaux pour eux, pour leur dire merci de leur présence nombreuse et remarquée. Merci beaucoup à tous. Donc, je vais me tourner vers une autre personne. Merci, madame. Je vous en prie. La Bagui B. Lui, c'est un ancien. Tantôt, il nous abandonne, tantôt, il revient. Donc, on lui souhaite bon retour. Docteur La Bagui B, bonjour. Ouvrez votre micro pour vous présenter.
micro est fermé, docteur Labagui. D'accord, je vais me tourner vers une dame en attendant. Hein? Madame Salimata Soro, que vous pouvez ouvrir votre micro pour vous présenter à la communauté. D'accord. Bonjour à tous. Je suis Soro Salimata, superviseur communautaire à Espoir Francis. Merci. D'accord. Vous n'avez pas trop parlé, hein? Superviseur d'où ça? On veut entendre encore votre voix. D'accord, c'est ça, Guiglo. À Guiglo, Côte d'Ivoire. Oui. Ah, d'accord. OK. C'est votre première fois? Non. D'accord. Donc, c'est une habitude de nos sessions. Merci beaucoup. Donc, on envoie des signaux. Vous? D'accord. Merci de votre présence. Ngbesso, Jean-Paul Ngbesso. Bonjour. Ouvrez votre micro et présentez-vous. Ngbesso, Jean-Paul, ouvrez votre micro. Bonsoir, Ghislain Ndoumé, l'un de nos fidèles. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Il y a de nouvelles personnes dans la communauté. Docteur Constant Ghislain Ndoumé, est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté? Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour à tous, je suis docteur Ndoumé Constant. Je suis le responsable du service de prévention et contrôle de l'infection au CHU de Yopougon. Merci beaucoup, docteur, pour votre participation régulière à nos sessions. Merci. Qui s'est pas encore présenté, ils ne sont pas encore nombreux, donc on essaie de tirer un peu sur les présentations. Il y a qui? D'accord, je pense que Comlan, monsieur Comlan, ou docteur Comlan. Bonjour, ouvrez votre micro pour vous présenter à la communauté. Le micro est fermé. C'est bon, allez-y. Ok, bonjour, moi c'est le docteur. Votre micro, il est fermé. Votre micro est fermé. Voilà. Vous m'entendez maintenant? Oui, allez-y. Ok, bonjour à tout le monde. Moi c'est le docteur Kafi, pneumologue au Mali. Au Mali? De quel pays? D'accord. Du Mali. Ok, ok. Merci beaucoup pour votre participation à ce programme. Bonkanou Badieu, bonjour. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter à la communauté? Bonkanou Badieu, votre micro, vous pouvez l'ouvrir, voilà, allez-y. Bonjour, je suis Badieu Paul Valéry. Je suis infirmier en maladie mentale à l'INSP d'Abidjan. Et c'est ma première fois de me présenter. Sinon, je vous suis, mais c'est la première fois qu'on prononce mon nom aussi bien comme ça. Pour que je puisse me présenter. Bon, on envoie des signaux. On envoie des signaux pour demander pardon. Hein? Voilà, on envoie des signaux pour demander pardon à notre participant. Non, j'ai dit que vous avez bien prononcé mon nom. Je dis que vous avez bien prononcé. Ah, d'accord. Mais félicitations à docteur. Félicitations à docteur Kwasi d'avoir prononcé pour la première fois bien le nom de notre ami. Ah, d'accord. Merci, c'est vraiment gentil. C'est la première fois que je participe à cette édition. Et vraiment, ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup. Donc, il y a M. Gildas Niamke qui vient de se connecter. On va lui donner l'occasion de se présenter à la communauté. Gildas Niamke. Bonsoir. Bonsoir, Gildas Niamke, infirmier, master 1 pneumologie, une face à Abidjan. Une face à Abidjan, toujours présent. Merci beaucoup de votre présence.
Voilà, donc je vais présenter quelques membres de la communauté du hub. Voilà, moi-même, je vais me présenter puisqu'il y a de nouvelles personnes. Je suis Dr Kwasi Emilienne. Je suis chargée de faire la modération aujourd'hui. Je suis manager des programmes ECO au niveau du Super Hub de l'Institut national de santé publique de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un plaisir pour moi d'accueillir les nouvelles personnes dans cette communauté sur le programme COVID long. Je ne suis pas seule. Il y a d'autres membres de l'équipe qui sont là. Dr V, qui a animé le programme ECO paludisme hier avec brio. Donc, je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse se présenter également à la communauté. Dr V. Merci beaucoup, manager. Je suis Dr Vetano Adik, je suis membre du Super Hub et puis contente de participer à cette 9e session. Bonne session à vous. Merci beaucoup. Donc, il y a également ceux qui sont à la partie technique, les IT, généralement qu'on appelle les maestros. Voilà. Monsieur Akoré, bonjour, vous pouvez vous présenter. Bonjour tout le monde. Moi, je me présente, je suis Akoré Kevin, informaticien. Je serai l'IT de la session du jour. Je suis également membre de la communauté. Bonne session à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je suis Koulibaly Ulrich, chargé de projet du Super Hub de l'INSP. Et bonne session à tous. Merci. Vous voyez avec moi que le genre est respecté dans l'équipe. Voilà, donc il n'y a pas que des dames, il y a aussi des hommes. Merci. Je vais me tourner également vers notre expert du jour, le professeur Thiembré Isaac. Je vais lui donner l'occasion lui-même de se présenter avec tous ses titres. Voilà, il fait partie du pool d'experts de ce programme dans le cadre du COVID long Afrique francophone. Il est connu de la place, surtout en matière d'urgence sanitaire. Donc, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter également à la communauté. Professeur, vous vous présenter. Professeur Thiembré, j'espère qu'il ne s'est pas levé un peu. Voilà, donc je voudrais vous saluer tous et vous souhaiter la bienvenue à cette session. Et je voudrais me présenter. Je suis professeur Thiembré Isaac. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny, chef du département de santé publique et spécialité. Et à l'INHP, j'occupe le poste ou bien les fonctions de sous-directeur en charge de la vaccinologie. Voilà. Et je coordonne le programme national de formation en épidémiologie de terrain. Donc, j'ai vu qu'il y a quelques épidémiologistes là qui sont connectés. Donc, je leur souhaite la bienvenue. Merci. Merci beaucoup. On peut envoyer des signaux pour accueillir déjà notre expert du jour. Envoyons des signaux comme on sait si bien le faire. Merci, professeur, pour votre présence encore. 1e présence à ce programme COVID long. Donc, nous allons partager l'agenda. Aujourd'hui, nous sommes à une session, disons, classique. Voilà, parce qu'il n'y aura pas de cas. Il y aura simplement une présentation didactique sur la thématique. Donc, est-ce qu'on peut partager rapidement l'agenda? Et puis, nous allons rappeler encore les consignes. Il faut toujours le faire dans le cadre, puisque nous sommes à une formation en ligne. Voilà, en termes de confidentialité, il faut toujours rappeler les consignes. Donc, normalement, nous sommes à la partie de la présentation des membres de la communauté. Nous venons de finir. Pour ceux qui nous ont rejoints, on vous invite à vous présenter dans le chat. Voilà, votre nom, votre structure, votre pays. Et après l'introduction, nous allons faire un petit sondage, voilà, pour voir un peu quelles sont vos connaissances sur le thème du jour. Voilà, et après la séance de pré,
de pré-test. Nous allons laisser environ 30 minutes de présentation didactique à l'expert. Je crois qu'il n'y a pas eu de... Ça n'a pas été corrigé. Il a 30 minutes de présentation, suivi d'échanges, et puis nous allons terminer par la clôture, y compris le feedback sur la séance. Donc, on va poursuivre pour rappeler les consignes. Voilà, comme vous êtes en ce moment, vous avez fermé votre micro. Ce qu'il faut faire, lorsque vous voulez parler, vous levez la main avec les signes pour qu'on puisse vous donner la parole. Voilà, ne pas divulguer d'informations de santé ou d'informations personnellement identifiables. Voilà, c'est bon que nous puissions respecter la confidentialité dans le cadre de cette séance. Diapo. Pour les problèmes de Zoom, vous devez échanger avec les IT dans le chat. Comme je le disais tantôt, hein, pour ceux qui nous ont rejoints et même pour ceux qui se sont déjà présentés, vous pouvez mettre votre nom, votre organisation, votre adresse mail dans le chat et les diapositives seront disponibles sur iEco puisque vous êtes inscrit sur la plateforme. On vous encourage à nous rejoindre le plus souvent à travers les messages de rappel qui sont envoyés. Et c'est à travers cette plateforme que vous aurez accès à toute la documentation. Cette session est enregistrée et votre présence vaut consentement à être enregistrée. Diapo. Donc, pour ce programme de formation, nous avons deux types de certificats. Nous avons une attestation de session qui est délivrée tout juste, 2 jours après la session pour ceux qui ont répondu au sondage. Et puis, il y aura un certificat de participation pour ceux qui auront participé à 70% des sessions et des sondages. Voilà, donc à la fin de la séance, le lien sera accessible. On va mettre ça à votre disposition. Il sera accessible pendant 48 heures. Juste vous dire que nous sommes dans le cadre d'un programme et donc on utilise les données. Donc, les données que nous utilisons, ce sont les données en lien avec les inscriptions, la participation, les commentaires dans le chat, vos questions-réponses tout à l'heure quand vous allez participer au sondage. Ensuite, vous rassurez que vos données personnelles restent confidentielles et les données seront également utilisées pour des rapports, pour des communications, pour des enquêtes, pour une évaluation et même pour faire la recherche, voilà, pour pouvoir informer et initier de nouveaux programmes. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fini avec les consignes. Et donc, si vous le permettez, professeur, on va passer au sondage. Je ne sais pas les questions. Attendez, je donne la main. Voilà. Donc, vous avez la main. Les questions. Ah, comment? Nous sommes à la phase des questions. Les sondages. Ou bien vous allez faire au fur et à mesure que vous allez dérouler votre présentation. Qui pose les questions? C'est vous, professeur. C'est moi qui pose les questions? Oui, oui. Comment vous comptez les faire? Non, moi, c'est pendant que je fais que je vais faire les questions. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire ça comme ça. Et donc, on va vous laisser toute la place, voilà, pour pouvoir commencer votre présentation didactique. OK, merci. Je regarde mon Avant de chrono. commencer, excusez-moi une minute. Avant que nous ne commenciez, je vois le coordonnateur national du projet ECO en Côte d'Ivoire qui s'est connecté. Le DG de l'Institut national de santé publique est connecté. S'il peut dire un bonjour à la communauté. Bonjour, professeur. Professeur Yavo. Oui, bonjour à tous. Je voudrais vraiment vous saluer et vous dire merci en tout cas d'assister à cette session qui est très importante sur le long Covid et saluer principalement mon aîné
et ami, si je peux dire ainsi, professeur Thiembré, qui est toujours présent lorsque nous le sollicitons, et vraiment son engagement témoigne du fait que nous sommes un peu le même système de santé, et il a vraiment il a un grand intérêt pour la formation des acteurs de la santé. Donc, je voudrais lui exprimer toute notre gratitude et souhaiter à tous et à chacun une très bonne session et aussi une fidélité au programme ECHO, qui se veut un programme au service de la santé publique en Côte d'Ivoire et même au-delà. Félicitations également à la team du Super Hub de l'INSP et très bonne session à tous. Merci. Merci, monsieur le directeur. Merci vraiment. Merci. Merci, professeur. OK. Monsieur Thiembré, vous avez la place. OK. Merci vraiment au professeur Yavo. Et félicitations vraiment à lui et à toute l'équipe pour ce projet ECHO qu'il a su maintenir, qu'il a su fructifier, je vais dire ça comme ça. Au fil des temps, on voit que ce programme se bonifie. Je pense que c'est grâce à son leadership et aussi à l'engagement de la team, comme il a appelé. J'espère qu'on m'entend très bien. Et donc, je voudrais saluer Dr Kwasi, saluer Dr V et saluer tous les autres qui travaillent dans l'homme avec une certaine efficacité. Alors, je vais partager mon écran et donc, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir associé et vraiment dire, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là, ceux qui sont connectés, aussi d'aussi loin que la RDC, que d'aussi près aussi. Et je voudrais donc vous saluer. Je ne sais pas si mon écran est visible en mode diaporama. Oui, voilà. Visible. Donc, quand on m'a sollicité pour parler de la protection du vaccin contre la COVID-19 et les séquelles, j'ai dit que la partie séquelles, bon, je pense que je n'ai pas de données là-dessus, donc je vais surtout me contenter de parler surtout de la protection du vaccin. Je pense que peut-être que dans une autre session, des personnes plus compétentes, plus aguerries pourront aborder cette question. Parce que ce que nous faisons n'a de valeur que si c'est teinté de notre expérience, de notre vécu. Et donc, je n'ai pas vraiment géré des cas de séquelles post-Covid. Bon, même les effets indésirables, on reviendra dessus. On en parlera, mais bon. Donc, mais je vais insister sur quelques travaux que nous avons réalisés. Nous avons réalisé des travaux sur la COVID et notamment sur l'efficacité, sur la protection. Je vais juste présenter ces résultats. Nous allons échanger. Voilà ce que j'ai. Bon, on a réalisé beaucoup de travaux, même sur les effets indésirables, notamment les effets sur la tension, sur la concentration, etc., sur la mémoire, mais bon, je pense que je ne veux pas, le temps me manque pour rentrer dans tous ces détails. Alors, donc nous savons tous qu'en décembre 2019, la COVID a apparu et elle a été une véritable urgence de santé publique, avec vraiment des décès, avec des formes graves. Bon, c'est vrai qu'on avait les formes simples, mais surtout les formes graves, et qui, avec son lot ou son corollaire d'hospitalisation, de complications et voire de décès, et ce qui fait que même
on craignait vraiment la saturation des systèmes de santé. Et vous savez, cette maladie, lorsque je me rappelle de cette maladie, je me rappelle de l'INSP parce que au plus fort de la crise où tout le monde avait peur, c'était comme si on était en guerre. On s'est retrouvé à l'INSP avec le professeur Yabo et Dr Bassalia et puis les autres, et pour pouvoir renforcer les capacités des agents. Parce que la maladie faisait peur, ça faisait peur à tout le monde, y compris les agents de santé. Et parce qu'il y avait aussi beaucoup de contamination, il y avait beaucoup d'hospitalisation, même des décès. Et donc, c'était vraiment un scénario catastrophique. Et toutes les stratégies qui ont été mises en œuvre avaient montré les limites, avec les confinements par-ci, avec les pertes de postes, avec les conséquences, toutes ces conséquences. Et dans tout ça, la vaccination a amené une lumière. Je pense qu'on a très vite oublié la COVID-19. Je peux le dire, c'est grâce à la vaccination. C'est vraiment grâce à la vaccination, la COVID-19 est devenue un souvenir lointain, un souvenir vraiment qui, bon, on a oublié même d'où on vient pratiquement, à cause de la vaccination. Donc, ça, je voudrais vraiment le dire. Et en Côte d'Ivoire, particulièrement, je m'excuse, mais je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire parce que je vais illustrer la relation par cet exemple. Donc, eh bien, on a, à partir de 2021, vous voyez, on a attendu une année pour avoir les vaccins avec l'initiative COVAX, avoir les vaccins formés, déployés, tout ça. Bon, on a pu commencer la vaccination en mars 2021. Et cette vaccination qui a commencé en mars 2021 a débuté et ça se poursuit encore. En tout cas, en Côte d'Ivoire, on a intégré la vaccination contre la COVID-19 dans le programme élargi de vaccination. Donc, il y a la vaccination en permanence. Et même il y a des postes dans certaines régions, dans certains districts. Et donc, on a commencé avec AstraZeneca, qui était le premier vaccin. Après, on est venu vers Pfizer, Janssen et Sinovac. Donc, avec les schémas que nous connaissons, une dose pour Johnson & Johnson, 2 doses pour les autres vaccins. Et on avait aussi pensé à faire des rappels, chez les personnes complètement vaccinées. Et dans ce contexte, nous avons fait 2 études essentiellement sur l'efficacité. C'est vrai qu'il y a une étude pour laquelle les résultats sont déjà disponibles, mais il y a une autre étude cas témoin dont les résultats sont encore en cours, toujours sur l'efficacité des vaccins utilisés. Je vais en parler un tout petit peu. On continue. Donc, attention. Voilà. Donc, toujours sur la vaccination, bon, ça, je vais passer rapidement. Ce sont les directives qui ont été utilisées dans la vaccination COVID-19. Donc, il y a eu bien sûr des directives parce que comme c'était des nouveaux vaccins, donc le NITAG était vraiment sur la sellette parce qu'il fallait non seulement autoriser les vaccins, mais il fallait également travailler parce que comme c'était des nouvelles données, c'était de nouveaux vaccins, les choses évoluaient très rapidement. Et donc, vous avez vu que sur cette dia, que le NITAG a beaucoup travaillé. D'ailleurs, sur celle-là aussi bien sur l'utilisation du vaccin en termes d'espacement des doses, en termes de doses booster, en termes de cibles. Au départ, c'était jusqu'à 18 ans, après les enfants de 12 ans, après les femmes enceintes. Je dis tout ça, c'est pour arriver à l'efficacité, parce que tant d'efforts. Et n'oublions pas que nous étions aux prises avec tous les anti-vaccins, on va les regrouper comme ça, avec leur stratégie d'infodémie, leur stratégie de fausses rumeurs, de fausses informations.
Mais malgré cela, la vaccination a été utilisée. Et voici les vaccins qui sont utilisés en Côte d'Ivoire, comme je l'avais dit au départ. L'AstraZeneca, le Pfizer, le Johnson & Johnson, le Sinopharm, etc. Et au départ, c'était un rappel 6 mois après. Mais on verra qu'à la suite de l'étude du comité des experts, on est passé même à 12 mois. Voilà. Maintenant, puisque nous sommes en train de parler de la protection, on va parler quand même de l'efficacité, on va dire théorique du vaccin. Parce que quand le fabricant, c'est ce que le fabricant dit, sur ce tableau, voilà, j'espère qu'on voit mon pointeur, le pointeur, voilà. Donc, vous voyez, et là aussi, je pense qu'il faut que les choses soient claires. Et ça même, c'était le problème au départ. La vaccination avait une efficacité aussi bien sur les formes symptomatiques, on va dire sur les formes bénignes, mais aussi et surtout sur les formes graves. Donc, vous voyez que quand on prend les vaccins, généralement, après une vaccination complète, on a une bonne efficacité quand même théorique sur la protection contre les formes graves de la maladie. Bon, le Novavax, ça, on ne l'a pas utilisé. Les vaccins de deuxième génération, ça, on ne l'a pas utilisé en Côte d'Ivoire. Mais voyez-vous qu'on avait quand même, on a une bonne efficacité théorique. Maintenant, utilisé sur le terrain, on se demande qu'est-ce qu'il en est effectivement. Voilà. Et aussi, vous avez tout suivi que l'un des défis de cette maladie, de la COVID-19, c'est les variants. Hein, c'est les mutations génomiques. Et donc, on avait les variants alpha, bêta, delta, omicron. Sur ce tableau, vous voyez par exemple que les vaccins, en tout cas, les vaccins pour lesquels on a fait une étude, ou en tout cas, on a pu avoir les données plutôt du fabricant. Vous voyez qu'après un traitement complet, eh bien, on a quand même de très bonnes protections, aussi bien sur le variant Delta que le variant Omicron. Donc, de l'ordre de au moins 70, de l'ordre de 80%, on va dire. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Ça montre que ces vaccins, non seulement ils sont efficaces sur le virus initial, mais aussi sur l'ensemble de ces variants. Voilà, donc c'est ce que je tentais d'expliquer tout à l'heure. Et donc, l'efficacité a été aussi prouvée à travers des études chez les porteurs de pathologies chroniques, notamment ceux qui étaient porteurs du diabète, ceux qui étaient donc diabétiques, et puis aussi l'hypertension artérielle et les autres maladies cardiovasculaires. Alors, une autre question aussi que j'ai plus ou moins touchée, mais sur laquelle je vais revenir, c'est la durée de protection. La durée de protection. Bon, ça c'est théorique encore. Vous voyez que après 2 doses, on a une protection contre l'infection, mais qui est significativement bas après 5 mois. C'est ce qu'il disait. 5 mois après la deuxième dose. Bon, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, nous, au départ, vu toutes ces données de la littérature, on avait préconisé, le comité avait préconisé un rappel à 6 mois. Ce qu'on appelle
le rappel à 6 mois. Et maintenant, quand c'est après cette dose de rappel, on voit aussi qu'au bout de 10 semaines, 10 semaines après le rappel, ou bien au bout de 4 mois, on voit que la protection s'est estompée. Et puis, mais lors de la seconde dose de rappel, hein, à ce moment-là, il y avait le taux d'anticorps qui augmentait, mais qui était insuffisant pour la protection. C'est vrai que la corrélation entre protection et taux d'anticorps n'est pas, je veux dire, n'est pas suffisante, puisqu'on sait aussi qu'il y a l'immunité cellulaire aussi qui intervient. Et justement, dans le travail que nous avons fait en Côte d'Ivoire sur l'efficacité de l'étude cas témoins, où on a comparé deux types de populations, les cas et les témoins, c'est-à-dire les gens qui ont fait la COVID-19 avec biologiquement prouvé. Et puis, on a pris des témoins dans leur entourage, on a parié sur un certain nombre de variables. Et on a vu qu'il n'y avait pas trop de différence entre l'exposition à la vaccination, aussi bien chez les cas et chez les témoins. Donc, ça voulait dire, en d'autres termes, que en termes d'anticorps, en termes en tout cas d'incidence de la maladie, c'était pratiquement la même chose. Mais ce qu'on n'a pas pu faire, ça était notre limite. On n'a pas pu vraiment identifier les formes aiguës, les formes bénignes et les formes graves. Parce que, je l'ai rappelé, que le vaccin protège surtout contre les formes graves, les formes nécessitant une hospitalisation. C'est-à-dire que même quand les vaccinés font la maladie, il me semble que c'est des formes mineures. Parce que c'est vrai qu'on a vu que la maladie, le vaccin peut interrompre la transmission, mais ce n'est pas à 100%. Donc, on voyait des gens qui disent, moi, je suis vacciné, mais j'ai fait la maladie. Oui, c'est possible, mais quand on fait la maladie dans ce cas-là, ça va être mineur. Alors, voilà, donc j'en parlais tout de suite. Sur la durée de protection, c'est effectivement les cellules à mémoire des personnes vaccinées avec 2 doses de vaccin, et donc protègent des formes graves dues aux variants de COVID-19. Donc ça, c'est vraiment très important parce que l'immunité à médiation cellulaire est complémentaire de celle des anticorps protecteurs présents dans le sang. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre et prendre en compte même dans l'évaluation d'efficacité de la COVID-19. Ça va, est-ce qu'on me suit? Parce que c'est vrai que moi, je dois poser des questions pour... Oui, bon, ça, on vous suit, mais peut-être c'est de vous rapprocher un peu de votre micro. Ah oui, je suis trop loin. loin. Faiblement, voilà. On m'entend faiblement. Peut-être que je vais prendre mon casque. Non, ça va maintenant. Ça va maintenant? Oui, oui. Ok, ah oui, c'est vrai que je m'étais... Voilà, donc, la protection aussi était valable contre les variants. Voilà, ça, on l'a vu déjà, hein, notamment pour prévenir les formes graves de la maladie, les hospitalisations et les décès. C'est vraiment l'enjeu. Même si on sait qu'il y a certains variants qui influencent, hein, qui arrivent à échapper un peu à cette protection, hein, contre les formes bénignes d'infection. Donc, ces vaccins conservent donc leur efficacité. Alors, en Côte d'Ivoire, pour revenir, donc on a vraiment vacciné. Et vous voyez, ça c'est un rappel, hein, au 31 mai 2023, là où on avait vraiment fait la vaccination. On était à 44% de couverture, et dont 37% à Abidjan et puis 63% et 46% à l'intérieur du pays. Bon, ça c'est des couvertures vaccinales chez des populations particulières, hein, notamment les forces de défense et de sécurité, les enseignants, tout ce qu'on appelle les personnels de première ligne. Voilà, donc,
31 mai, vous voyez sur ce graphique différentes couvertures vaccinales. Ça, c'est selon l'âge, les 50 ans et plus. Donc, vous voyez, on a les cibles complètement vaccinées. Voilà. Et puis, ceux qui ont reçu au moins une dose. Mais on voit que les boosters, c'est-à-dire les doses de rappel étaient quand même très peu. Voilà. Donc, l'efficacité du vaccin, donc, comme je l'ai dit, on a essayé de travailler un peu sur. On a fait, donc, il y a eu 2 études. Et comme j'ai dit, les résultats sont encore en cours parce que c'est vrai qu'on a une partie des résultats, c'est sur les anticorps, mais on a aussi l'immunité à médiation cellulaire qui est en cours d'exploration. Donc, par exemple, on a vu que sur l'ensemble des 2085, donc c'est une étude qui a été réalisée à Abidjan essentiellement. Donc, on a pris les personnes qui étaient vaccinées selon qui ont été vaccinées entre le début de la campagne mars 2021 et octobre 2022. On a pris ces personnes, on a prélevé du sang pour mesurer le taux d'anticorps et finalement, on a constaté et la référence est 250 BAU, voilà, BAU par millilitre. Donc, quand le taux d'anticorps est en dessous, on peut considérer que les personnes n'avaient pas des anticorps protecteurs. Mais quand c'était au-dessus, ils avaient. Donc, vous voyez qu'on avait pratiquement 89% qui avaient vraiment des taux moyens d'anticorps protecteurs. Voilà. Donc, tous les sujets, bon, déjà, tous les sujets ont produit des anticorps. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Déjà, tous les sujets qui ont été vaccinés en Côte d'Ivoire dans cette période-là avaient produit des anticorps. Ce qui était vraiment très intéressant, hein, même s'il y a 80, s'il y a seulement 1% qui avait des anticorps. Maintenant, quand on regarde le taux moyen d'anticorps, le taux moyen d'anticorps, et ça aussi c'était intéressant parce que pendant la COVID, on a vu, bon, on qualifiait certains vaccins de seconde zone, certains vaccins de première zone. Bon, on essayait de différencier les vaccins pour dire qu'il y en a qui étaient efficaces, il y en a qui n'étaient pas efficaces, il y en a qui protégeaient sur le long terme, il y en a qui ne protégeaient pas. Mais vous voyez qu'il n'y avait pas de différence entre les différents antigènes concernant le taux moyen d'anticorps. Donc ça, c'est intéressant. Et aussi, c'est la même chose. On a essayé de voir le taux d'anticorps, hein, parce que ce qu'on a fait, on a comparé le taux d'anticorps des personnes vaccinées selon les antigènes à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois et à 12 mois. Voilà. Et on s'est rendu compte que le taux moyen, hein, des anticorps ne changeait pas trop. C'est-à-dire que même à 12 mois, on avait encore un niveau de protection qui était semblable ou bien qui était comparable au taux d'anticorps à 3 mois. Et donc ça aussi, c'est très, très, très intéressant. Voilà. Et concernant aussi l'âge et le sexe, il n'y avait pas de différence. Voilà, on n'a pas noté de différence entre le taux moyen d'anticorps chez les hommes et chez les femmes, ni entre les différentes tranches d'âge. Voilà. Bien sûr. Et puis, bien sûr, le nombre de doses reçues également. Ça, on l'a dit.
Donc ici, ce qu'on a vu, vous voyez, on a les différentes antigènes et les différents antigènes sont les différents antigènes ont été comparés en termes d'anticorps et on voit que c'est à peu près, vous voyez que tout se plafonne pratiquement. Voilà. Donc, on voit que le taux médian est à peu près le taux médian d'anticorps en fonction des délais de richesse des anticorps. Donc, on a comparé le taux moyen et le taux médian, qui est pratiquement la même chose. Pas de différence. Bon, bien sûr, on a aussi regardé les manifestations adverses post-immunisation, qui aussi était quelque chose de très, très important dans... C'est vrai qu'ici, on parle de protection sur le long terme, mais on a quand même regardé aussi les MAPI. Bon, très rapidement, on voit qu'on a eu quand même 26% de MAPI, mais fort heureusement, il n'y a pas de MAPI graves. Voilà. Et ce qu'on a constaté ici, c'est que les MAPI survenaient surtout chez les personnes qui étaient plus âgés, donc ceux qui avaient, et donc c'était surtout la fièvre, le gonflement au niveau du bras d'injection et puis les douleurs au niveau du bras d'injection. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu de cette voilà. Qu'est-ce qu'on a retenu de ça? On a retenu que vraiment, les taux d'anticorps étaient quand même à des niveaux de protection élevés, à des niveaux vraiment de protection élevés. Donc, et c'était supérieur à 250 pots par millilitre jusqu'à 12 mois. C'est vrai que on me dira, et après les 12 mois, je pense que même après les 12 mois, on a encore sur le plan clinique, sur le plan, vous voyez qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, on a très peu de cas graves. Pendant que je préparais cette émission, j'ai échangé avec le professeur Eolier, le chef de service de maladies infectieuses, qui a aussi été très, très actif, qui est très actif dans la COVID-19, qui est membre du comité de veille. Et donc, qui m'a dit comme ça que je lui ai demandé, est-ce qu'on a encore vraiment des décès dus à la COVID-19? Il a dit oui, il y a des décès, mais c'est chez des personnes non vaccinées. Voilà. Des personnes généralement qui ont des comorbidités sans vraiment antécédents de vaccination. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ces taux d'anticorps que nous avons vus vraiment, et peut-être c'est ce que nous avons recommandé au ministre de la Santé, c'est de nous permettre vraiment de continuer cette surveillance des taux d'anticorps et la corréler un peu aux données épidémiologiques et cliniques. Donc, on voit que, eh bien, sur le long terme, on peut dire, parce que la COVID, il y a encore des cas de COVID. Il y a encore des cas de COVID qui sont rencontrés par-ci, par-là, qui sont dépistés, mais on n'a plus cette flambée, on n'a plus cette transmission interhumaine importante qui a entraîné même la pandémie, tout ça à cause de la vaccination, parce que comme on l'a vu, il y a quand même une action du vaccin sur la transmission, et ainsi bien que. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est ça, c'est-à-dire que ces taux d'anticorps ont influencé non seulement sur l'épidémiologie de la maladie, en termes d'incidence de l'affection, donc en termes de nouveaux cas, en termes de contamination, en termes de transmission interhumaine,
mais aussi en termes de létalité, en termes de formes graves, de formes de système de hospitalisation. Donc, c'est ça vraiment que je retiens de tous ces travaux. Donc, ce qu'on a vu comme efficacité théorique corrobore bien avec ce que nous avons vu sur le terrain en termes d'efficacité et pour pouvoir protéger les populations. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'effectivement, il y a la persistance des anticorps. Bon, bien sûr, j'ai dit que nous sommes en train d'explorer l'immunité à médiation cellulaire et nous allons continuer. Je pense qu'on aura également les résultats. Mais ce qui est certain, c'est que la vaccination a plus ou moins long terme, puisque nous avons commencé depuis 2021, ça fait 4 années. En tout cas, je pense que les données sont favorables, puisque sur le plan épidémiologique, comme je vous ai dit, on n'a plus, c'est vrai qu'on a des cas de COVID-19, mais on n'a plus, c'est flambé cette transmission intensive interhumaine. Et donc, non seulement on n'a plus ça, on n'a plus les formes graves qui occupaient nos lits, qui surchargeaient notre système de santé, mais et surtout, on n'a plus les cas de mortalité dus à la COVID-19, en tout cas pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est vrai que sur le plan affection, manifestation avec post-immunisation, on a quand même certaines études à l'extérieur. J'ai consulté un peu certains articles qui ont montré des cas de Guillain-Barré, des myocardites, mais ça nécessite, non seulement ils ont dit que ça nécessitait des études approfondies pour établir véritablement le lien, mais en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de données vraiment sur ces cas-là. Donc, on peut dire vraiment, à la fin de notre exposé, que l'efficacité à moyen et long terme du vaccin est prouvée sur les formes graves, ça c'est sûr, parce qu'on a très peu de formes graves maintenant, on a très peu d'hospitalisation, on a très peu de décès. On ne peut pas dire qu'on en a pratiquement plus, en tout cas chez les personnes vaccinées, mais aussi sur le plan épidémiologique, parce que vous voyez, souvent même quand il y a les variants, quand il y a un nouveau variant, on se dit, ah, attention, est-ce qu'on est à l'abri d'une nouvelle pandémie? Mais fort heureusement, comme j'ai eu à le montrer, les vaccins ont gardé leur efficacité, même sur on appelle ça, sur les variants. Et donc, ça montre que vraiment. Mais ceci étant, il y a quand même la surveillance génomique qui se poursuit, qui doit se poursuivre, qui se poursuit. Il faut toujours surveiller ce virus, il faut toujours l'avoir. C'est vrai que la maladie va devenir certainement une maladie saisonnière, pour ne pas dire en démo épidémique comme déjà la grippe est, mais il faut continuer à surveiller. Surtout l'intérêt, c'est surveiller, c'est la surveillance génomique, surveiller les mutants, et puis aussi continuer d'appliquer les mesures de sécurité, les mesures de santé. Et ça, je suis très heureux de le dire parce que quand je vois certains, quand je vois quelqu'un avec un masque, je dis, mais pourquoi tu portes le masque? Il dit, non, je tousse, je suis grippé, donc je me protège. Donc, ça veut dire que tout le travail qui a été fait en termes de communication, je n'ai pas parlé de la communication, a vraiment servi. Et ce sont ces mesures-là qui vont nous permettre vraiment de pouvoir gagner le combat contre la COVID-19 ainsi que la vaccination. Effectivement, il faut continuer à vacciner. Il faut continuer à vacciner, surtout pour les personnes à risque. Il faut continuer à vacciner parce que c'est grâce à la vaccination que nous avons pu avoir de l'oxygène vis-à-vis de cette maladie. Voilà ce que je voulais dire. Je vais terminer. Je pense qu'il est 30 et avant que Emilienne ne m'interpelle. Et je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Envoyons des signaux au professeur Thiembré. Sa brillante présentation. Merci beaucoup, cher maître. Merci beaucoup, professeur. Ce partage d'expérience au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, on espère que nos amis du Mali, du Niger, du Comore vont nous poser des questions et également partager leur expérience au niveau de leur pays. Voilà.
Donc, on a fait tout le tour avec le professeur sur l'efficacité, la durée, la tolérance. Ensuite, sur également la surveillance et sur qui est beaucoup revenu dans sa présentation, c'est les formes graves, efficacité sur les formes graves. Voilà. Donc, chers participants, c'est le lieu de pouvoir échanger toutes vos préoccupations, posez-les, non? Parce que nous sommes une cible qui avons été exposés à cette maladie. Voilà. Donc, c'est le moment de vous poser vos différentes questions. Qui veut prendre la parole? La main, on va vous passer. Allô? Chers participants, c'est le moment de poser des questions. J'ai voulu me brancher mon ordinateur et puis j'ai fait une manipulation. OK, c'est bon. Sinon, c'est bon. On est à la partie des questions. Malien Mbouyi. RDC, partagez-nous votre expérience. Voici le cas de la Côte d'Ivoire par rapport à la vaccination contre la COVID-19. Beaucoup engagés. Ces données qui ont été corroborées avec des études terrain. Hein, les résultats qui vous ont été partagés. Donc, est-ce que vous avez une question ou bien des informations sur la vaccination dans votre pays à partager avec nous? Nos amis de la RDC, du Mali, du Niger, du Comore. Oui, monsieur Babidi, allez-y. Oui, merci professeur. D'abord, j'ai suivi avec attention la présentation. Et cependant, j'ai une partie à retenir mon attention, c'est la partie de l'efficacité du vaccin. Et si je prends mon cas, moi j'ai été vacciné par exemple avec le Sinopharm depuis juin 2021. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, y a-t-il encore l'efficacité du vaccin ou bien si je dois voyager dans une zone je dirais une zone à haut risque, il faudrait que je cherche à me vacciner avec tout autre vaccin. Je ne sais pas trop. Merci. Merci, professeur. Merci, professeur. On répond en même temps ou bien Oui, vous répondez, professeur, en même temps. En même temps? Oui, oui. On répond en même temps ou bien on attend les autres questions? Vous répondez, professeur, en même temps, c'est mieux. OK, d'accord. Il dit qu'il a été vacciné depuis 2021 et avec le Sinopharm, n'est-ce pas? 2 doses. Il a fait 2 doses. Oui, exactement. 2 doses à un intervalle de 28 jours, je pense. C'est bon. C'est bon. C'est que vous aurez dû faire. Ah, il y a un problème d'écho. Est-ce que c'est chez moi? Docteur Kwasi. Oui, professeur, je l'entends quand même, je parlais ici, donc je ne comprenais pas aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, allez-y, professeur, on vous entend. Oui, il y avait un écho. Voilà, donc je pense que ce qu'il aurait fallu faire, c'est de faire le booster. Normalement, le booster, au moins un an après, mais ce n'est pas grave. Si vous avez encore accès à ce vaccin, je vous conseille de faire quand même un booster après les 2 doses. Si vous faites le booster, bon, parce qu'on a vu à travers les données, lorsque on fait le booster, on relance vraiment la production d'anticorps et donc la protection. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. D'accord. Merci, professeur. Je ne sais pas si j'ai répondu. D'accord. Merci, professeur. Autre question? Les participants, c'est le moment de poser vos préoccupations. On a tous eu peur de se faire vacciner. Voilà les résultats qui ont été partagés. Nos amis du Niger, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Oui. Comment? Tarima, allez-y. Oui. Bonjour. Moi, je m'aimerais bien parler sur l'hémapie parce qu'ici au Comores, il n'y avait pas beaucoup d'hémapie, mais seulement il y avait des hémapies très graves. C'est là qui a impliqué la population d'hésiter à faire la vaccination.
Parce qu'il y a certaines personnes qui ont gardé toujours, il y a les séquelles qui sont là. Alors, même si on nous avait proposé aussi de refaire les vaccins, mais comme on sait qu'il y a déjà, paraît-il, qui avait même un décès, et puis c'est là qu'on a pu avoir des résistances sur les vaccins. Mais pour les autres, mais c'était le Sinopharm, je crois, parce qu'ici, on avait le Pfizer et le Sinopharm. Je pense que pour les patients qui ont eu des soucis, c'était pour le Sinopharm, ce que je crois. Et à propos des efficacités qu'on a parlé, est-ce que je peux dire qu'il y a une efficacité et pourtant, on a eu des MAPI qui étaient très graves? Le micro est fermé. Vous avez fini? Madame Aïma, vous avez fini? Votre micro est fermé. Oui, j'ai fini. D'accord. Ok, merci beaucoup, docteur Kwasi. Merci à notre consoeur de Madagascar. C'est bien, non, des Comores. Merci vraiment pour votre contribution. Hein. Et ce que je voulais faire comme commentaire, bon, je pense que, bon, souvent, les MAPI, c'est vraiment très important pour le programme. Parce que les MAPI, c'est ça qui fait que les gens refusent, acceptent. Donc, mais aussi, il faut que ces MAPI fassent l'objet d'imputabilité. C'est-à-dire que imputabilité, et puis il faut communiquer autour de ces MAPI. Et puis, finalement, c'est une question de balancer le bénéfice et le risque. Hein, et voir. On a vu des personnes, malheureusement, qui, à cause des MAPI, n'ont pas fait la vaccination, mais qui sont décédées de la maladie. Donc, finalement, ça veut dire que dans ce cas, on n'a pas bien apprécié, peut-être. Sinon, effectivement, c'est vraiment très, très, très important. Merci. D'accord. Donc, Madame Karima, voilà ce qui a été dit. Malheureusement, chez vous, il y a eu des MAPI graves donc, qui ont freiné l'adhésion de la population à votre programme de vaccination. Donc, le professeur demande de revoir la communication, de faire aussi une étude d'imputabilité pour pouvoir, voilà, essayer de regagner. Ah oui, finissez d'abord. La population refuse, certains refusent de faire la deuxième dose. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Voilà. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que la population, pour regagner la confiance de la population face à cette situation? OK. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que même en Côte d'Ivoire, de façon générale, quand on vaccinait, on a eu quand même à enregistrer à peu près 63 cas de MAPI graves. On a eu 4200, autour de 4200, autour de 4000 MAPI non graves et puis 63 MAPI graves. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment la communication. Hein? C'est vraiment la communication. C'est de montrer à la population que il n'y a pas d'intervention sans effet indésirable. Oui, il n'y a pas de, même le paracétamol. Le paracétamol même a des effets indésirables, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche pas que, même quand vous voulez prendre du paracétamol, si on vous décrit, ou si vous lisez, souvent les patients viennent nous dire, mais le paracétamol, je ne peux pas le prendre parce que quand je lis les effets indésirables potentiels, mais je préfère aller, je préfère laisser mes céphalos, même quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment de communiquer, montrer à la population que tout ce qu'on fait sur la Terre ici, il y a toujours des effets indésirables, mais on essaie de mesurer. Même quand vous prenez l'avion, il y a des effets indésirables. Mais est-ce que pour autant, voilà, donc, c'est de communiquer, montrer à la population. Moi je dis franchement, même si on pourrait douter encore de l'efficacité de la vaccination, mais remettez-vous, replongez-vous chacun dans son pays au plus fort de la crise. Mais c'est comme si on était en guerre.
C'est comme si on était en guerre. Vous voyez, même les compagnies, les frontières étaient fermées. On ne pouvait plus se déplacer. Il y a des entreprises qui avaient fermé. C'était terrible. Moi, je me rappelle même quand, c'est-à-dire les transports en commun avaient été un moment supprimés en Côte d'Ivoire. On avait même instauré le couvre-feu. On a même isolé la ville d'Abidjan, la grande métropole. Les gens ne pouvaient pas entrer. C'est-à-dire quand je m'imagine, quand je me replonge dans cette période, mais finalement, c'est la vaccination qui nous a permis de sortir de cette période. Donc, quoi qu'on dise, les bénéfices quand même de la vaccination sont réels. En tout cas, pour ce qui est de la COVID, même si on prend les autres maladies. Bon, mais comme il y a toujours des gens qui n'aiment pas la vaccination, ils vont prendre les petits effets, enfin, ils vont prendre les MAPI, ils vont s'appuyer sur les MAPI pour dénigrer les vaccins ou bien pour combattre la vaccination. Donc, c'est de communiquer. C'est communiquer, il ne faut pas attendre. Si vous avez des MAPI, communiquez-les, voilà, avant que les gens ne prennent. D'accord. Merci beaucoup. Donc, à nos amis du Comore, il faut reprendre la sensibilisation et puis montrer les bénéfices. C'est vrai, comme le professeur l'a dit, il y aura des effets. Écrire même les effets la population et aussi mettre aussi en avant les bénéfices. Il y avait Mme Béatrice qui avait la main levée. Mme Béatrice, vous posez votre contribution. Merci beaucoup, madame. Je vais aller un peu rapidement avec mes deux questions. La première, je voulais demander au professeur, qu'en est-il de personnes où est-ce qu'il y a eu des inconvénients pour les personnes qui ont dû mélanger les différents vaccins? C'est-à-dire, il a commencé avec le premier vaccin, il allait prendre par exemple 2 doses. Il a pris la première dose, on lui a dit qu'il n'y en a plus. Alors, cette forme-là, il n'y en a plus. Et puis, on a passé il est passé par prendre une autre forme de vaccin, et je ne sais pas, encore une dose, et ça n'a pas été terminé. Et parce qu'on disait que quand tu as pris une dose et que l'intervalle était dépassé de 6 mois, si j'ai encore la bonne mémoire, c'est-à-dire que tu vas recommencer à zéro. Alors, les gens qui ont dit prendre beaucoup de formes de vaccins, est-ce qu'il y a des inconvénients par rapport à ça? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est poser au professeur par rapport aux 2 types de coronavirus qui ont dit donner des formes graves. Est-ce que il y a eu de traitements appropriés à part les traitements symptomatiques? Et aussi, voir, est-ce que pour la COVID-19, est-ce que pour la COVID-19, nous pouvons dire aujourd'hui que cette pandémie est partie ou c'est encore saisonnière? Parce que je lui ai entendu, bon, en fait, dans la présentation, le professeur nous a dit qu'il faut continuer à se faire vacciner. Alors, s'il faut continuer à se faire vacciner, après 12 mois de vaccination qu'on a eu, il n'y a plus de protection, si j'avais bien compris, et qu'il faut continuer à se vacciner. Et on va faire cette vaccination pour combien de temps et pour quelle durée de protection? Est-ce que c'est comme dose de rappel et ça prend combien de temps? Parce que là, c'est comme si on est dans le flou, c'est pas clair. Parce qu'on connaît que peut-être avec d'autres vaccins, quand tu prends une dose, tu as autant de protection et quand tu prends peut-être la dernière dose, c'est à vie. Alors, en cas de COVID-19, on retient quoi? Merci beaucoup et à plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Et je commence par, faut-il continuer à se... Oui, alors. Allez-y. Oui, voilà.
Oui, je commence par cette question. Faut-il continuer à se faire vacciner? Je dis oui. Il faut continuer à se faire vacciner. Parce que la maladie est devenue un peu comme une maladie chronique, une maladie saisonnière. Vous voyez la grippe. Je ne sais pas si vous voyez la grippe saisonnière. La grippe saisonnière, on est obligé de continuer la vaccination parce que chaque année, le profil épidémiologique et biologique des microbes change. Voilà. Donc, à cause des problèmes de variants et autres, on est obligé de continuer à se faire vacciner. Parce que si on ne continue pas, bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on sait que les vaccins protègent. Mais normalement, il faut continuer à se vacciner. Ça dit ceux qui n'ont jamais été vaccinés, ce qu'on appelle les primo-vaccinants, ceux qui n'ont jamais été vaccinés, il faut continuer à les traquer, à les rechercher, à faire en sorte qu'ils puissent se vacciner. Parce que vous voyez toujours que la COVID, c'est toujours une menace. Hein? C'est toujours une menace. C'est vrai qu'on ne peut pas dire totalement qu'elle est derrière nous. Puisque vous avez suivi un peu, en 2023 par exemple, l'OMS a fait une alerte où il y avait près d'1 million de nouveaux cas, avec presque 5000 décès. Vous voyez? Donc, il y a toujours des décès, il y a toujours des cas, et c'est un problème. Et on constate même que dans la plupart des pays, et on l'a vu, hein, ça doit être la même chose pour la plupart des pays en développement, les vaccinations ne sont pas complètes. Les gens font la première dose et puis disparaissent dans la nature. Ou bien ils font les 2 doses, mais ils ne font pas le rappel. Mais quand on dit de continuer à se vacciner, c'est surtout pour ceux qui n'ont jamais été vaccinés, il faut commencer, ou ceux qui ont été incomplètement vaccinés, ou ceux qui ont été complètement vaccinés mais qui n'ont pas de booster. Faisons en sorte que déjà, l'ensemble des personnes puissent avoir les 3 doses. Si déjà on a ça, je pense que vraiment, ça pourra permettre de réduire la circulation du virus. Ça pourra permettre également de lutter contre ce qu'on appelle les variants. Donc, c'est ça vraiment qui est important. Et ça permet aussi d'avoir une immunité de groupe. Si on arrive à l'immunité de groupe, ça veut dire que même les quelques-uns qui ne sont pas vaccinés ou qui ne peuvent pas se vacciner vont être protégés. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'arguments en faveur de la vaccination. Mais quand on dit de continuer à se vacciner, c'est à continuer à vacciner, c'est surtout pour atteindre ceux qui n'ont pas vacciné. Parce que tout le monde n'est pas vacciné. Même si on prend la Côte d'Ivoire, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. On était pratiquement à 40, même pas à 50%. Et les 50 autres %. Si on s'arrête aujourd'hui, on ne vaccine plus, vous voyez que le virus va continuer à circuler. Et plus il circule, plus les mutants vont arriver. Et puis, bon, finalement, on se retrouvera au point de départ. Donc, c'est vrai que la vaccination a permis vraiment de contrôler la maladie, mais ne dormons pas sur nos lauriers parce que le virus est actif. Le virus, il mute. Et avec les déplacements des populations, avec la mondialisation, on n'est pas à l'abri de toute surprise. Maintenant, il y a une autre question sur l'interchangeabilité. L'interchangeabilité, le seul interchangeabilité qui avait été admis, c'est le passage de AstraZeneca vers le vaccin Pfizer. Ça, en Côte d'Ivoire, je vous ai présenté les recommandations. On avait admis on appelle ça il y a un terme anglais. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider le fait de passer d'un vaccin à l'autre. Voilà, mais il y a cette possibilité. Maintenant, la personne a donné l'exemple de AstraZeneca. Effectivement, si vous avez fait Sinopharm, que vous voulez changer, bon, si vous changez, vous devez reprendre à nouveau. En tout cas, refaire un autre schéma complet. C'est vrai que nous, on conseillait effectivement aux personnes d'attendre une année, d'attendre au moins les 12 mois pour pouvoir reprendre. Mais je pense que il n'y a pas d'intérêt vraiment à reprendre. Bon, si on a fait la vaccination complète, bon, c'est bon. Si on a fait déjà les 3 doses, bon, je pense qu'on peut s'en contenter. Parce qu'on a vu aussi qu'il y a des personnes, bon, chaque année, ils font la vaccination. Bon, c'est pas mauvais, mais je pense que déjà, quand on a fait les 3 doses, on a déjà une bonne protection.
Mais je pense que c'est en fonction des variants, on arrivera un jour à faire la vaccination annuellement. Il y a une question que je n'ai pas bien compris. Elle parlait du traitement, non? Je ne sais pas si le Dr Kwasi a pris note. Moi, vous avez répondu aux deux, hein. Madame Béatrice, OK. on a répondu à vos préoccupations. Aux deux préoccupations. Oui, bon, la dernière qui concernait les inconvénients du mélange de vaccins, apparemment, je n'ai pas compris. Parce que c'est comme si les réseaux de ce côté-là, ça pose un peu trop de soucis. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a eu des inconvénients dits au mélange des types de vaccins? Parce que ça a été une réalité que la personne a commencé avec une autre marque et après, non, il n'y en a plus. Il faut passer à une autre molécule qui est venue, mais ces molécules-là aussi, peut-être les doses, ça n'a pas été complété et carrément, on s'est dit, on passe pour prendre la dose unique. En fait, c'était ça ma question. Est-ce que ces gens-là qui ont dit mélanger ces trois types de vaccins, est-ce qu'il y a eu des inconvénients par rapport aux recherches qui ont été faites? OK. Ouais. C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Non. Selon mes recherches, ma connaissance, non. Je ne suis pas tombé sur des gens qui ont eu des problèmes parce qu'ils ont interchangé ou parce qu'ils ont modifié. Non. Ça, la réponse est non. OK. Merci beaucoup, professeur. Avez-vous encore des questions? Parce que c'est vraiment un sujet important. Avez-vous des questions? Nous sommes à 14h22 minutes. On tire vers la fin. C'est le lieu de poser vos préoccupations. Voilà. On a également mis le lien du feedback dans le chat. Donc, on vous demande de participer à notre sondage et de faire des suggestions également au cours de ce sondage-là. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Voilà. Est-ce que nos amis du Niger sont encore là? On a entendu comment? On a entendu RDC. Niger, est-ce que vous êtes là? Mali? Oui, c'est le Niger qui parle au nom de Baguidi Patrick. Ah, d'accord. Oui. Allez-y. J'avais déjà posé ma question, moi, je pense. Donc, ça va. D'accord. Merci. Aujourd'hui, on ne sait pas quel souci on a. Il y a une interférence là. Oui. OK. Donc, on va envoyer des signaux si vous n'avez plus de questions à poser. Nous allons envoyer des signaux au professeur pour dire merci, professeur, pour toutes ces informations, pour ce partage d'expérience avec de cette étude qui a été réalisée en Côte d'Ivoire et également pour le partage d'expérience du Comore, du Mali, du Niger, voilà, de la RDC par rapport à la problématique. En tout cas, merci d'avoir animé cette séance, d'avoir enrichi le partage. Donc, nous tirons à la fin de notre session. Voilà. On vous invite à faire le feedback. Et puis, la prochaine séance, ça sera le 17 juillet, toujours dans ce mois. Et nous allons aborder l'apport du soutien psychologique dans la prise en charge des patients ayant des séquelles post-COVID. Vous convenez avec nous que nous avons échangé autour de plusieurs patients COVID long, des patients qui ont gardé des séquelles qu'on appelle COVID long. Et chez ces patients, il a été recommandé qu'il y ait une prise en charge psychologique pour ces patients-là. Et donc, nous allons échanger avec l'expert du jour la semaine prochaine, le 17 juillet, voilà, dans 2 semaines, sur cette thématique-là. Donc, venons nombreux pour partager nos expériences. En tant que professionnels de santé, on a eu à faire la COVID. Voilà, il y a d'autres qui ont gardé des séquelles. Voilà, venez et puis vous allez faire on va dire, c'est after hop au cours de cette séance.
Donc, merci à tous. Merci à tous. Et puis, on ouvre les caméras parce que c'est comme ça qu'on fait aux sessions écho. Ouvrons les caméras et puis on va se dire au revoir. Pardonnez, ouvrez vos caméras et puis on va se dire au revoir. Merci beaucoup de votre participation Merci, à cette Dr. séance. Merci Au à revoir. mon homo Emilienne Mbouchak. Voilà. Je peux lui arracher un mot? Oui. Elle peut dire un mot? Oui. Juste Présentez-vous, merci à vous tous. Merci. C'est super enrichissant de participer à ces différentes sessions. Donc, je m'apprête à remplir le feedback. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Bye. Et puis, faites le sondage. On a plus. Voici Franck Herman. Comment vous allez? Ça va, docteur? Merci, Madame Emilienne. Et déjà, le sujet nous intéresse déjà. D'accord. Merci à vous. C'est vous. déjà intéressant, notre sujet projeté déjà. D'accord. Faites vos suggestions dans le sondage. Les thématiques que vous voulez que nous abordions, faites les suggestions dans le sondage. Merci à vous. Et puis, au revoir. Merci au professeur Thiembré. Merci beaucoup, professeur. On est ensemble. Merci. On est ensemble. Merci vraiment. Au revoir, professeur. Merci.